Salut, ça va vous? On enchaîne, c'est ça, avec la vidéo dédiée aux lectures du mois de juillet 2025. Mais avant tout, un petit retour désuet sur les Utopiales 2025. Désuet parce que cette vidéo elle sort un mois après le festival. Bref, le festival il se tenait le premier week-end de novembre. Pour ceux qui connaissent pas, les Utopiales, c'est un festival de science-fiction qui se déroule tous les ans à Nantes, depuis 25 ans. C'est génial, c'est super. J'y avais rencontré l'excellent Alain Damasio en 2024. Cette année, il y avait de jolis noms de la science-fiction. J'y suis donc allé pendant 2 jours. C'était globalement très cool bien sûr, mais je vais un peu nuancer mon avis parce qu'il y avait quelques déceptions aussi. Déjà, j'ai rencontré le génial Blake Crouch, auteur de la trilogie Wayward Pines, dont on va parler du second tome aujourd'hui, et de Dark Matter que j'avais adoré. J'ai rencontré l'ambivalent Jeff Vandermeer, qui est auteur d'Annihilation ou encore de La Cité des Saints et des Fous. J'ai rencontré Stéphane Beauverger, auteur du superbe Le Déchronologue. Ce furent de moments forts pour ma carrière de lecteur et de youtubeur littéraire. Par contre, j'ai trouvé l'organisation un peu compliquée. Des conférences qui sont annulées au dernier moment, un repos en paix, celle sur la magnifique série Severance que je vous conseille. Des conférences inaccessibles parce que dans de trop petites salles, des salles qui avaient une capacité d'une petite centaine de personnes pour 150 000 festivaliers et des auteurs internationaux, c'est trop peu je trouve. Un système de dédicace en librairie plutôt bordélique, tu dois faire la queue dans la bibliothèque alors qu'il y a des gens qui achètent des livres, c'est vraiment le bazar. Mais ça reste trop cool de rencontrer des auteurs qu'on adore et bien sûr que j'y reviendrai avec joie. Mais sinon c'est pas ça qui nous intéresse, il faut parler de bouquins à un moment donné. Alors qu'est-ce que j'ai lu en juillet? Moi caniculaire avec du James Ellroy qui fait aucun effort, un Blake Crouch en transition, Sandrine Collette en succès et Ryan Gosling dans l'espace un peu malgré lui. C'est parti, n'est-ce pas? L'année dernière, lors d'un festival de bouquins à Angers, j'ai rencontré James Ellroy. James Ellroy, c'est l'auteur du Quatuor de Los Angeles, dont le premier tome est le culte Le Dahlia Noir, suivi de l'exceptionnel Le Grand Nulle Part, le meilleur roman de sa carrière pour moi, puis a été publié LA Confidential, très bon et particulièrement connu pour son adaptation cinématographique par Curtis Hanson. Quand j'ai su que James Ellroy il venait à Angers, il fallait que je le rencontre, et donc pour la dédicace, il fallait avoir un ticket que tu obtenais en achetant un bouquin. Soit. Donc j'ai acheté Perfidia lors de ce festival, premier tome d'un second quatuor de Los Angeles qui se déroule avant le premier et alors que James Ellroy a dit qu'il se consacrerait plus à Los Angeles. D'ailleurs, dans une confidence très mercantile de la part de James Ellroy, quand je lui ai dit que sa meilleure œuvre c'était Le Grand Nulle Part, il a dit "No, this is shit, this one", donc Perfidia is better. Je l'ai pas cru mais je pense que lui il y croit vraiment parce que j'ai vu des interviews où il disait qu'il avait jamais autant taffé et tout. Bref, Perfidia c'est un roman écrit par James Ellroy et publié en 2015 par les maisons d'édition Rivage. Déjà, je te montre la dédicace, Theo, et puis un gribouillis, mais bon, ça fait partie du personnage que j'avais adoré rencontrer. Donc Perfidia. De quoi parle-t-on dans cette petite briquette de 918 pages? Et le roman il débute en 1941 à Los Angeles, la veille de l'attaque sur Pearl Harbor. Donc il y a une famille de Japonais qui est retrouvée morte à son domicile. Il y a le mari, la femme, le fils et la fille qui sont tous les deux adolescents. La disposition des corps laisse penser à un suicide collectif, mais c'est plus compliqué que ça. Sauf que intervient l'attaque sur Pearl Harbor et qui plonge la population et les autorités dans une panique généralisée et l'heure vient au racisme anti-japonais. Alors la mort d'une banale famille japonaise passe au second plan, mais elle se révèle plus importante qu'il n'y paraît. Comme à son habitude, James Ellroy il va changer les points de vue. Alors on va danser avec 3 personnages, Dudley Smith qui est un flic réputé et efficace, Catherine Lake, le Dahlia Noir du Dahlia Noir, mais un peu avant sa carrière, et on aura Hideo Ashida qui est un jeune docteur en criminologie, en biologie, qui est intègre, qui est talentueux, qui va bien évidemment souffrir de cette situation anti-japonais. Et alors qu'est-ce que j'ai pensé de Perfidia? Je te le dis comme je pense, c'est pas la meilleure œuvre de James Ellroy, de très loin. Le Grand Nulle Part reste bien là-haut. Perfidia c'était très poussif, c'était du James Ellroy qui est stéréotypé, qui est essoufflé. L'intrigue elle est tirée au maximum sur ces 920 pages. Le contexte historique est étoffé bien sûr, c'est super, mais on comprend pas bien les trajectoires des personnages, qui ne comprennent pas très bien non plus où ils vont et qui ils sont. Il y a vraiment trop de personnages, c'est vraiment impossible de suivre tout ça et il y a une surenchère de violence crasse et de personnages ignobles. C'est outrancier jusqu'à la nausée, c'est vulgaire pour être vulgaire. On a vraiment l'impression que James Ellroy écrit ce qu'il pense que les lecteurs veulent de lui et donc il va pousser les potards à fond, il va faire du James Ellroy cliché quoi. Du moins c'est comme ça que je le ressens, mais peut-être que j'ai besoin d'une vraie pause de James Ellroy dont les récits se ressemblent un peu trop les uns aux autres. C'est vraiment un auteur qui se répète beaucoup, donc je suis globalement déçu. Ensuite j'ai lu Wayward Pines 2 Rebellion. Voilà, c'est le second tome de la trilogie de Wayward Pines. Donc c'est écrit par Blake Crouch que j'ai rencontré aux Utopiales entre 2012 et 2014 et c'est publié en France en 2015. C'est la réédition ici là de Gail Meister
qui est magnifique je trouve, hein, dans sa collection de poches qui s'appelle Totem. J'aime beaucoup Blake Crouch, hein, que j'ai découvert avec son fabuleux Dark Matter, qui explore les mondes parallèles et la théorie d'Everett. Donc un résumé très simpliste et très rapide de la théorie d'Everett, c'est chaque décision que l'on prend, ça crée une branche parallèle dans laquelle tu as un autre choix est réalisé. Et donc il y a autant de mondes parallèles que de décisions prises. Donc j'ai poursuivi avec le premier tome de Wayward Pines qui m'a immédiatement séduit. C'est un roman à mystère hyper efficace qui prend place dans une petite ville rurale américaine des années 50 avec tous les clichés de fausse bienveillance qui entourent les villes de ce type. Par exemple, Stephen King est très fort pour ça. Je l'avais lu en janvier 2025 et j'avais vraiment hâte de découvrir la suite et comment la révélation fracassante de la fin du tome allait bouleverser la narration de ce tome-là. Et alors il se passe quoi dans ce deuxième tome de Wayward Pines? Eh ben je vais pas te dévoiler grand chose, hein, puisque le potentiel de spoil est gigantesque. Alors on va très peu parler de ce tome, on va beaucoup parler du premier volume. Dans le premier volume, l'agent spécial Ethan Burke est envoyé enquêter sur la mystérieuse disparition de deux agents secrets, dont son ancienne maîtresse qui s'appelle Kate. Et il se rend dans la petite ville de Wayward Pines, dans l'Idaho. C'est la ville où sont supposés avoir disparu les deux agents. Sauf qu'en arrivant dans la ville, Ethan il subit un terrible accident de voiture et il se réveille à l'hôpital de Wayward Pines sans téléphone ni moyen de contacter l'extérieur, sa famille, tout ça. Donc il peut plus sortir de cette ville faussement accueillante et il va s'apercevoir que ce patelin rural il cache bien plus de secrets qu'il n'y paraît. Donc dans ce second tome, Ethan Burke doit faire face aux révélations qu'il a appris dans le tome précédent. Et on en pense quoi de ce second tome de Wayward Pines? Et bah c'était plutôt décevant. Le premier tome était assez génial, mais les révélations certainement trop fortes et ça a contraint un deuxième tome où il se passe pas grand chose. On ronfle un peu, ça devient un tome d'attente d'événements, d'attente de la suite. On sent le roman très limité parce que c'est une trilogie et faut que le troisième tome, qui est le tome final, il pète sans pour autant que ça pète trop tôt. C'est ce qu'on nous promet à la fin, hein. Mais on est trop dans la transition et dans l'ennui. Le personnage principal il se pose beaucoup de questions à juste titre et pendant 300 pages et il répond bien tardivement. En fait, au moment où j'écris cette vidéo, je viens de terminer le troisième et dernier tome et on a vraiment l'impression que l'intrigue elle a été étalée pour faire une trilogie alors que 2 tomes suffisent amplement pour toute l'histoire de cette ville. Attention, hein, c'est pas mauvais non plus, loin de là. Le suspense il est très bon, le personnage principal il est attachant, l'action elle est cool et j'ai passé un bon moment. Mais la suite elle est pas à la hauteur des promesses du premier tome. On poursuit avec la lecture de On était des loups, qui est un roman de Sandrine Colette publié en 2022 aux éditions Jean-Claude Lattès. Je vous le répète à chaque fois que je lis du Sandrine Colette, hein, mais j'adore l'autrice. Depuis ma première rencontre avec elle et le renversant Et toujours les forêts, que m'avait offert une très chère amie. Et ce roman post-apocalyptique français m'avait bouleversé, secoué, ébranlé, tout ce que tu veux, et avait immédiatement placé Sandrine Colette parmi mes écrivains favoris. Son fabuleux Après la vague est l'un des seuls romans à m'avoir fait verser une larme, et je le conseille à tout va. J'ai beaucoup lu Sandrine Colette, et si j'ai pas toujours été convaincu par ses romans, j'ai toujours apprécié une proposition qui sort de l'ordinaire, un vrai parti pris narratif, et voilà. On était des loups, c'est un gros succès librairie qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il a obtenu le prix Renaudot des lycéens. D'ailleurs l'année dernière, en 2024, Sandrine Colette elle faisait partie des finalistes du concours avec Madeleine avant l'aube, roman avec lequel elle remporte tout de même le concours des détenus et le concours des lycéens. Et alors de quoi parle-t-on dans On était des loups? On suit le personnage de Liam. Liam c'est un rustre, tu vois, il vit dans la montagne profonde, il est jamais vraiment allé à l'école, son père était violent avec lui. Une fois par mois, il descend dans le village le plus proche, plusieurs heures de marche pour acheter les produits de première nécessité qu'il peut pas cultiver chez lui, et il rencontre Ava. Les deux se marient, ils ont un enfant qui s'appelle Haru. Liam il s'attache pas à ce gosse, il le comprend pas, il le laisse seul avec sa femme pendant qu'il va chasser pendant plusieurs jours, alors que Haru il regarde son père avec des yeux admiratifs. Un soir, lorsqu'il revient justement d'une de ses chasses, Haru l'attend pas devant la maison comme c'est son habitude. Donc Liam il va voir dans la cour et il voit des empreintes d'ours, et puis il voit le cadavre de sa femme qui protège son fils qui est encore en vie. Liam il sait pas de s'occuper d'un enfant, il veut pas s'occuper d'un enfant. Donc entre le deuil de sa femme et son sentiment de paternité absent, il va entreprendre un gigantesque voyage avec son fils pour lui trouver un nouveau foyer. Et alors j'ai aimé ou pas? Bah j'ai évidemment adoré. C'est un très court roman de moins de 200 pages qui est particulièrement touchant et qui porte sur la paternité. C'est brut, c'est dur, c'est sauvage, à l'image du personnage principal qui est un père qui a pas choisi de l'être, qui est un père par défaut et qui se retrouve avec la responsabilité d'un fils qu'il est prêt à abandonner. Le texte est écrit en flot de pensée de Liam, hein, du personnage principal, qui est un personnage qui est inculte, qui est pas instruit. C'est chaotique tout autant que c'est magnifique. Il y a pas de ponctuation, c'est direct. Et Liam, il a pas de filtre. C'est un homme qui pense ce qu'il fait, il se cache pas, il est violent par habitude. Mais c'est tout un tas d'artifices qui cachent sa fragilité et qui il est au fond de lui. Il connaît une progression qui est subtile et qui est particulièrement réussie. La narration de Sandrine Colette, elle est comme toujours impeccable et c'était vraiment émouvant. Donc c'est évidemment ma recommandation du mois et je peux que vous encourager à le lire. Pour finir ce petit mois de juillet, j'ai lu Projet Dernière Chance, qui est un roman qui est écrit par Andy Weir.
Andy Weir. Andy. C'est publié en France en 2021 par les éditions Brajlon. Ma première rencontre avec Andy date de 2015, puisque c'est à ce moment que sort le film Seul sur Mars au cinéma. Film réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon en affiche. J'avais adoré le film, vraiment adoré. Qui est un survival fou sur Mars avec un casting d'acteurs talentueux. En plus de Matt Damon, on a Jessica Chastain, Sebastian Stan, Sean Bean, bref, un délice. Et j'avais lu le bouquin peu de temps après, et j'avais beaucoup aimé, bien qu'aujourd'hui mes souvenirs soient un peu diffus, ça fait plus de 10 ans. J'avais donc bien envie de lire Projet Dernière Chance, qui est un véritable phénomène sur TikTok et Instagram. J'en entends tout le temps parler comme un bouquin qui vaudrait 6 étoiles sur 5, une référence de la science-fiction, un roman qui bouleverse. Tout le monde est dithyrambique là-dessus, tout le monde le conseille à tout le monde et tout machin. On atteste sa note Goodreads, 4,5 étoiles sur 5 avec plus d'1 million de notes. C'est assez exceptionnel, même pour ce réseau social qui surnote en général un peu tout, à mon avis. Énorme succès de librairie, il y a un film qui sort très bientôt, en mars 2026 en France. Le personnage principal est incarné par Ryan Gosling, que j'aime beaucoup, et c'est réalisé par le duo Philip Lord et Chris Miller, qui ont écrit les scénarios des films du Spider-Verse. J'irai bien évidemment le voir. Projet Dernière Chance, ça parle de quoi? On a un type qui se réveille dans un vaisseau spatial. Il sait pas encore qui il est, ni ce qu'il fait là. Il voit qu'il est dans l'espace profond, qu'il est dans un coma artificiel depuis quelques temps. Peu à peu, ses souvenirs ils vont refaire surface sous forme de flashback narratif. Comment lui, Ryan Grace, simple professeur de sciences dans un collège américain, est recruté par l'Agence internationale de l'espace pour sauver le monde, tout bonnement. Car le soleil se meurt, il est détruit par des micro-organismes qui mangent son énergie, et le rôle de Ryan Grace va être de retrouver l'origine de ces micro-organismes et trouver un moyen de les détruire. Donc ça va être une grande aventure dans l'espace, dans son vaisseau, accompagné de nombreux flashbacks contextuels, tant pour le personnage principal que pour expliquer la situation catastrophique du monde pendant la mission de Ryland. Et alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout était réuni pour me plaire, la science-fiction, la situation désespérée, le début très prometteur avec un protagoniste qui ignore qui il est et ce qu'il doit faire, mais malgré ces grosses attentes, je suis déçu. C'est la fin du monde puisque de tout petit organisme se nourrissent de l'énergie des étoiles, qui accélère la mort des étoiles. Bon, le principe est cool, et pourquoi pas après tout. On envoie un enseignant, mais qui est un ancien chercheur en microbiologie quand même, t'inquiète pas, c'est pas n'importe qui, résoudre ce problème. Bon, c'est quand même la fin du monde, c'est effrayant, c'est global, c'est sérieux, sauf que le personnage principal, qui est censé être plutôt incompétent, parce qu'il est enseignant et pas ingénieur de fou de la NASA, il réussit tout ce qu'il entreprend, toutes ses expériences, tous les problèmes du vaisseau, il réussit tout, il résout tout, sans vrai challenge et sans vraie difficulté quoi. À chaque problème qu'il rencontre, il va trouver la solution assez immédiatement, un petit calcul rapide et hop, c'est réglé. Donc il règle le problème en un tour de bras et on continue. C'est tellement facile qu'on arrête d'y croire en fait à cette situation désespérée. On perd notre suspension consentie de l'incrédulité. Donc c'est le fait d'accepter ce que l'œuvre nous propose. Du coup le bouquin il perd de son intérêt et c'est vraiment dommage. Tout est léger, trop léger. Il n'y a pas l'intensité d'une fin du monde, il n'y a pas l'inquiétude d'une fin du monde. On va dire les termes, c'est extrêmement surcoté, selon moi. Alors voilà tout pour le mois de juillet. Voilà tout, j'espère que vous avez aimé. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez lu cet été qui vous a marqué, en bien ou en mal, même si ça date un peu, j'en suis conscient. Ça m'intéresse toujours, N'hésitez pas à aimer cette vidéo comme d'habitude, à vous abonner si ça vous dit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok, Si mon cœur y est, je vais y relancer mon compte avec des bouquins que j'ai lus plus récemment. De quoi on parle le mois prochain? On parle d'un fabuleux thriller avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, un fabuleux roman de science-fiction aussi, de la romance. Et ouais, t'es surpris? Moi aussi. Mais aussi une plongée nostalgique avec un jeune sorcier. Et un autre phénomène TikTok, mais du fantastique cette fois. Alors à très vite, salut!